Notre enquête sur les arnaques à la serrure qui se multiplient. 1 500 € pour une intervention qui ne devrait en coûter que 80. Les pratiques de certains professionnels malhonnêtes sont de plus en plus agressives. Comment ne pas se faire abuser? Anne-Charlotte Iné nous le dira. Et puis une centenaire qui tient toujours son café dans le Pas-de-Calais. Celle que l'on surnomme Marie-Lou est en pleine forme. Tous les jours, derrière son comptoir, elle souffle aujourd'hui, c'est sans bougie. Et c'est donc avec l'incroyable épreuve qu'ont vécu ces deux frères jumeaux que l'on ouvre ce journal. Une épreuve et aussi une aventure humaine, un immense message d'espoir. L'un était brûlé à 95%, condamné à mourir. L'autre lui a donné sa peau. Aujourd'hui, les deux hommes sont en rééducation. C'est une prouesse médicale que nous racontent Simon Ricotier, Carole Guyon et Sylvain Guillaume. Quand il est entré à l'hôpital, Franck Dufour-Montel, de l'avis des médecins, avait à peine 1% de chance de survie. Aujourd'hui, c'est un miraculé. On part d'une personne qui était alitée, qui ne marchait plus, qui n'avait plus de muscles. Aujourd'hui, voilà, comme vous m'avez vu, je marche, je parle, je blague. Oui. En septembre 2016, une explosion sur son lieu de travail le laisse brûler au 3e degré sur 95% du corps. S'il a pu être sauvé, c'est grâce à une greffe de peau de son frère jumeau, Eric. Il n'y a pas de mots pour décrire les gestes que mon frère a fait. C'est un héros. Il a eu le courage de le faire parce que le truc à souligner, c'est que lui a très souffert suite à ça, physiquement. Une greffe d'une telle ampleur, c'est une première mondiale réalisée à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Les médecins prélèvent la moitié de la peau du donneur sur le cuir chevelu, le dos et les cuisses. Les fragments sont ensuite étirés pour recouvrir le corps du receveur. C'est cette machine qui a été utilisée pendant l'opération. Avec une petite surface de peau, on peut la multiplier, là on l'a multipliée par 3. Mais il y a des mailles qui peuvent être plus grandes, on peut multiplier par 4, par 6 ou par 9. L'équipe médicale est sûre que la greffe ne sera pas rejetée car la peau vient du jumeau du patient. Son frère nous dit qu'il est jumeau, nous on ne peut pas le savoir parce qu'il a été défiguré là au départ, le blessé. Et puis il nous dit qu'il est vrai jumeau. Alors là, immense espoir, un rayon de soleil dans cette catastrophe. J'ai même pas eu besoin de lui demander s'il voulait donner sa peau. Il nous l'a proposé. Les médecins ont prouvé qu'il était possible de greffer la quasi-totalité de la surface du corps. Prochain défi, créer une peau universelle pour éviter les problèmes de rejet. L'actualité ce jeudi, c'est aussi cette révolution en vue du côté des boulangeries. La fédération de la profession veut pouvoir ouvrir 7 jours sur 7. Elle réclame la suppression du jour obligatoire de fermeture chaque semaine. Des petits artisans s'inquiètent, ils craignent de ne pas pouvoir suivre le rythme. Luc Bazizin, Ambroise Boulay et Benoît Jourdan. Du pain tous les jours de la semaine chez votre boulanger. Une offre impossible puisque la loi oblige à fermer une fois par semaine. Ouvrir les boulangeries 7 jours sur 7, les consommateurs sont partagés. C'est sympa de trouver une boulangerie ouverte tous les dimanches, pour éviter de galérer les dimanches à trouver une boulangerie ouverte. On a le droit au repos, non? On est des êtres humains, on n'est pas des machines, on n'est pas des robots. Mais certaines grandes boulangeries veulent mettre fin à cette obligation de fermeture hebdomadaire. Pour eux, il faut répondre à la concurrence trop forte des supérettes et des moyennes surfaces. Il y a vraiment une distorsion de concurrence qui est en train de s'établir avec des machines à pain dans les milieux ruraux qui sont ouvertes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous, on veut avoir la possibilité pour les entreprises d'ouvrir quand elles le souhaitent. Déjà en 2015, cet artisan des Landes avait tenté d'ouvrir sa boulangerie tous les jours, malgré l'arrêté préfectoral. Finalement convoqué par la police, ce boulanger avait dû renoncer et fermer un jour par semaine par crainte des poursuites. Aujourd'hui à Marseille, cet artisan boulanger, lui, s'inquiète. Sa boutique de quartier ferme tous les mardis. Impensable selon lui de rester ouvert 7 jours sur 7. Sa petite entreprise n'y résisterait pas. Le jour d'ouverture ne répercutera pas une recette assez importante pour arriver à embaucher du personnel supplémentaire pour rester ouvert 7 jours sur 7. On ne fera pas le poids à côté des chaînes. Là voilà, ça sera notre disparition. Une tension qui pourrait fragiliser davantage les boulangeries traditionnelles. Elles représentent un tiers des faillites d'entreprises dans le secteur agroalimentaire. Près de 1200 commerces du pain disparaissent chaque année en France depuis 10 ans.
Les maires qui ont dîné à l'Élysée hier soir sont ressortis déçus. Ils étaient un millier. Rares sont ceux qui ont pu échanger avec le président. Beaucoup ne l'ont même pas vu. Ceux qui espéraient un discours, des annonces sont restés sur leur faim. Ils devront attendre la prise de parole cet après-midi d'Emmanuel Macron devant leur congrès. Et les annonces de ce matin ne vont pas les rassurer. En effet, on a appris que Bercy réfléchit à la suppression de la taxe d'habitation pour tous les Français. Ce serait un coup dur de plus pour les finances des communes, mais une bonne nouvelle pour tous les contribuables. Tiffaine de Tricorneau et Alain Locassio. Supprimer totalement la taxe d'habitation pour l'ensemble des Français, l'idée est à l'étude au gouvernement. Son porte-parole le confirme ce matin. Bercy et Bruno Le Maire l'a évoqué. Dès lors qu'on dit que c'est un impôt imbécile, parce qu'il est injuste d'un territoire à l'autre, qu'il ne prend pas en compte en réalité la capacité financière de chacun, on a décidé de faire porter un effort massif, 80%. Mais si on dit que c'est imbécile, à terme, il ne faut pas exclure la possibilité de le supprimer. Jusqu'à présent, le gouvernement avait seulement acté la suppression de cette taxe pour 80% des ménages d'ici 2020. Seront exonérés les célibataires jusqu'à 2 500 € de revenus par mois. Pour une famille avec un enfant, le seuil est à 4 500 € par mois. Sur ce marché parisien, l'éventualité de voir cette taxe disparaître pour tout le monde divise. Ça peut être qu'une bonne nouvelle, et tout le monde sera content. Comme je fais partie des 20% qui vont la payer, ce serait bien de la supprimer. Si c'est vraiment pour tout le monde, pourquoi pas, mais enfin on va la rembourser autrement. Les maires ils vont devenir cinglés. Comment voulez-vous qu'ils fassent les écoles, la voirie, tout ce qu'une mairie doit faire sans moyens? Alors faut-il en finir avec la taxe d'habitation? Au congrès des maires ce matin, les élus ne sont pas tous unanimes. Supprimer un impôt local et mettre en place un système de compensation, on sait que c'est une mise sous tutelle. On sait depuis 20 ans qu'il faut le réformer, mais personne n'a eu le courage de s'y plonger dedans. Donc vous dites que la suppression totale, c'est finalement mieux, c'est ça? C'est nettement mieux. Emmanuel Macron sera cet après-midi devant les maires de France. Il pourrait annoncer une réforme complète de la fiscalité locale. Oui, et sur cette taxe d'habitation qui pour le moment sera supprimée pour près de 80% des Français, je vous invite à aller sur notre site et sur notre application en ligne, une carte interactive pour connaître le manque à gagner dans votre commune. Le gouvernement, vous le savez, veut aussi baisser les APL, les aides au logement. On en a beaucoup parlé. Les bailleurs sociaux qui vont devoir baisser leur loyer s'inquiètent. Et au-delà, c'est tout le secteur de la construction qui craint une chute de son activité. Déjà, des projets immobiliers ne sont plus lancés. Exemple à Strasbourg avec Angélique Etienne et Emmanuel Dachler. Voici le dernier chantier de ce promoteur. 108 logements neufs à quelques kilomètres de Strasbourg. Nous avons d'un côté les bâtiments du bailleur social, donc 54 logements locatifs sociaux, et de l'autre côté, les logements privés, 54 logements également, qui ont été vendus à des acquéreurs particuliers. Mélanger des HLM et des logements privés, c'est devenu une obligation légale. Pour créer de la mixité sociale, ce promoteur va donc vendre une partie de ses logements à ce bailleur social. On peut rentrer, ils sont en cours d'achèvement, puisque pour une livraison prévue en janvier l'année prochaine, on est là en phase finale. Mais ces programmes immobiliers sont en péril. En cause, la baisse des APL qui contraint les bailleurs à devoir baisser leur loyer et donc leur capacité d'investissement. Vous allez avoir 50 € d'APL en moins et moi, je vais réduire mes loyers de 60 €. Donc ça veut dire que j'ai 60 € de ressources financières en moins l'année prochaine, fois 12, fois le nombre de personnes concernées. C'est 1 million d'euros pour nous, c'est 10 millions d'euros pour certains autres acteurs strasbourgeois. Vous imaginez bien que quand on perd 10 millions d'euros, c'est un nombre incalculable de logements en moins qu'on est en capacité de produire ou d'acheter. Sans cette part de logements sociaux, impossible donc pour ce promoteur de respecter la loi de mixité sociale et donc de continuer à construire. Nous avons dans nos cartons des projets qui doivent être lancés en partenariat avec des bailleurs sociaux. La difficulté, c'est que nous ne pouvons pas aujourd'hui les programmer puisque nous ne savons pas si demain, ces mêmes bailleurs que nous connaissons de longue date seront en capacité de nous acheter. Ce sont donc de nombreux programmes immobiliers qui pourraient être à l'arrêt. Bonjour. Des programmes qui bénéficient pourtant à de nombreux primo-accédants, comme ce jeune couple. On a entendu parler de la baisse des APL, on n'imaginait pas que ça pouvait avoir des impacts de tel ordre et que notre projet aurait pu être impacté si cette mesure avait été prise il y a quelques années. À la mairie d'Ilkirch aussi, cette perspective donne des sueurs froides à l'adjoint chargé de l'urbanisme,
contraint d'atteindre 25% de logements sociaux dans la commune. Nous avons 1700 demandes en attente, ce qui signifie qu'il faut continuer à construire. Construire au rythme actuel, en sachant que même le rythme actuel ne peut pas immédiatement répondre à la demande. La ville d'Illkirch aura jusqu'en 2025 pour atteindre cet objectif d'un quart de logements sociaux, sous peine de sanctions financières. Et puisqu'on parle logement, sachez que ce matin, des militants du DAL, du droit au logement, ont investi un gymnase tout près de l'Élysée, à 500 mètres à peine. Ils y ont installé une centaine de personnes mal logées, parmi lesquelles de nombreux réfugiés. L'objectif, rappeler au président de la République sa promesse. En juillet dernier, il avait déclaré vouloir des hébergements d'urgence partout pour que d'ici à la fin de l'année, plus aucun migrant ne dorme à la rue. Ce jeudi, on retiendra aussi cette affaire qui crée de vives tensions entre Paris et Moscou. Un sénateur russe, 20e fortune du pays, a été interpellé et mis en examen à Nice. Il est soupçonné de blanchiment aggravé de fraude fiscale dans l'acquisition de villas luxueuses sur la Côte d'Azur. Moscou dénonce une violation de son immunité diplomatique. Stéphanie Pérez et Patrice Acheret. Souleymane Kerimov, l'homme qui sème le trouble entre la France et la Russie. L'oligarque russe de 51 ans a été présenté hier soir à un juge d'instruction niçois après 2 nuits en garde à vue. Il a été interpellé lundi à l'aéroport de Nice. Motif de cette mise en examen spectaculaire, une complexe affaire de blanchiment aggravée de fraude fiscale sur la Côte d'Azur. Au cœur du dossier notamment, une luxueuse propriété de 12 hectares dissimulée derrière ce haut portail au très chic Cap d'Antibes. La justice française soupçonne le Russe d'avoir mis en place un système financier frauduleux pour son acquisition. Plusieurs dizaines de millions d'euros sont en jeu. L'arrestation de ce proche du Kremlin, sénateur, 20e fortune russe, c'est une provocation selon Moscou. L'affaire fait la une des journaux. À la télévision d'État, la présentatrice s'offusque. Kerimov est détenteur d'un passeport diplomatique. Il bénéficie théoriquement de l'immunité. Problème, il ne l'avait pas avec lui à Nice. Colère aussi au Parlement russe où il siège. C'est une affaire sans précédent. Et nous ferons tout pour parvenir à sa libération et pour que cette affaire soit traitée dans le cadre d'une véritable justice. L'oligarque a été remis en liberté contre une caution de 5 millions d'euros. Il est placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de sortir des Alpes-Maritimes. Le dossier de ce 13h consacré aux arnaques à la serrure. C'est quand un artisan peu scrupuleux vous fait payer très cher une intervention. Le phénomène n'est pas nouveau, mais il s'intensifie. Dans son dernier rapport, la répression des fraudes relève des méthodes de plus en plus agressives. Anne-Charlotte Iné nous dira quels sont vos droits et comment ne pas se faire piéger. D'abord donc l'enquête d'Hugo Pufné, Anthony Ducruet et David Dameda. De son dernier serrurier, cette Parisienne garde un bien mauvais souvenir. Ils arrivent, ils avaient un énorme truc de matériel. Je leur dis, écoutez, c'est pas la peine, allez juste pousser la porte avec un pied de biche ou n'importe quoi, vous arrivez sans doute. Mais les serruriers, pour une simple porte claquée, vont percer la serrure et la remplacer par ce modèle bas de gamme. L'addition grimpe à 1 500 € avec des prestations inutiles et surfacturées. Le pire, je vous dis, à la limite, c'est le prix de la serrure, 738,85 €, alors que la plus chère dans le quartier, elle est à 75,90 €. Et on vous la fait 10 fois plus cher. Voilà, ce genre de truc, ça vous arrive pas tous les jours, donc vous connaissez pas les prix. Sabine avait pourtant pris ses précautions et décidé d'appeler son serrurier habituel. Mais surprise, sur Internet, le numéro de téléphone de son artisan a été changé. Il renvoyait vers une autre entreprise. Elle a saisi la justice. Mais ça n'est pas la seule technique qu'utilisent ces dépanneurs. L'autre, plus classique, ce sont ces dépliants bleu, blanc, rouge, estampillés République française. Ils ont tout d'un document officiel. Une publicité trompeuse. Ça, c'est la signature de l'escroc. L'escroc, il a pour but que vous soyez celui dont vous aurez les coordonnées sous les yeux au moment où vous aurez un problème. Ces petits dépliants, jetez-les à la poubelle. C'est la pire manière de choisir un dépanneur, tout comme procéder au hasard dans les annuaires. Tous des voleurs ? Pour en avoir le cœur net, nous faisons le test. Nous laissons les clés dans un appartement, claquons la porte
et appelons un de ces numéros qui annonce un prix très accessible. Ouverture de porte à partir de 60 €, monsieur. À partir de 60 €. Tout à fait. Ok. Mais quand nous les accueillons en caméra cachée, le prix augmente en à peine 10 secondes. Là, pour débloquer la porte, il faut compter 380 € de déblocage de porte et 80 € de déplacement. Ok. Alors, parce que moi, quand j'ai appelé, ils m'ont dit 60 € à partir de 60 €. 60 € c'est pour des portes classiques. Sur les portes de câble et pour les blocs. Parce que j'ai pas une porte classique, moi. Ah non, monsieur. C'est une porte. Elle est comment, ma porte? Une porte blindée. Ah, c'est une porte blindée. Il nous explique que notre porte est spéciale. Tu es obligé de décaler la porte. Il y a tout un travail d'artisanat et d'artisan à faire dessus. Oui, la porte est blindée, il y a des cornières, mais pour cet autre serrurier, rien de gênant. En à peine 3 minutes, il ouvre la même porte à l'aide d'une simple radio. Voilà, c'est pas si compliqué que ça, ouvrir une porte. Non, non. Ça vous coûte combien en général? Comment ça coûte au client? Ça coûte environ 80 € à 110 € selon le temps passé. Et quelqu'un qui me propose 400 € pour ouvrir une porte comme vous venez de le faire? Là, c'est un peu du vol. Hein. Le nombre de plaintes a plus que doublé entre 2015 et 2016. Pour lutter contre ces entreprises malhonnêtes, certains serruriers s'organisent. Ils ont décidé, il y a 1 an et demi, de lancer un label Serrurier de France. Vous appelez maintenant, ça appelle le professionnel, il y a les heures d'ouverture, il y a les spécialités, il y a les réseaux d'appartenance et il y a les avis également qui sont très importants, les avis des consommateurs. Ça n'est pas un annuaire, chaque entreprise est vérifiée minutieusement. Pour les professionnels, l'enjeu est majeur, les dépanneurs malhonnêtes sont pour eux un fléau. À chaque fois qu'un dépanneur arnaqueur prend un client, le travail est enlevé à une entreprise normale. Et la deuxième perte, c'est une perte en termes d'image. C'est-à-dire qu'en fait, quelqu'un qui a été arnaqué, eh bien après, n'a plus confiance en personne. En 1 an et demi, ils n'ont certifié que 130 entreprises. D'autres labels existent pour tenter d'y voir plus clair parmi les 15 000 serruriers recensés en France. Et justement, pour aller plus loin sur ce sujet, Anne-Charlotte Iné est avec nous. Anne-Charlotte, on l'a entendu, plusieurs labels existent. Alors, où et comment peut-on trouver un serrurier honnête ? Alors la première chose à savoir, Marie-Sophie, c'est que le devis est depuis cette année obligatoire et ce, à partir d'1 € de travaux. Il doit être établi évidemment avant l'intervention par écrit et doit comporter le prix de la main-d'œuvre et le prix des pièces à remplacer. Si le serrurier refuse de vous le fournir ou fait mine d'oublier, fuyez, c'est sans doute une arnaque. Ensuite, préférez toujours des serruriers agréés, labellisés Serrurier de France, comme on l'a vu dans le reportage, ou sur des sites validés par la répression des fraudes, comme par exemple mesdépanneurs.fr. Sinon, appelez votre assurance, elle vous suggérera généralement des sociétés dignes de confiance. Bon, et si malgré tout je me fais arnaquer, quels sont mes droits, quels recours sont possibles ? Alors, premier conseil, appelez immédiatement le 3939 Allo Service Public. Un opérateur vous orientera vers la répression des fraudes qui, elle, vous donnera la marche à suivre pour porter plainte. Veillez à bien conserver les pièces, changer les serrures par exemple, elles pourront vous servir de preuve. Mais attention, obtenir une condamnation, c'est très compliqué. D'abord parce qu'en France, les prix ne sont pas réglementés, ils sont libres. Bien souvent, seuls les cas caractérisés d'abus de faiblesse ou de non-respect du délai de rétractation de 7 jours sont susceptibles d'être poursuivis. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Anne-Charlotte. On poursuit avec cette autre problématique qui concerne les couples séparés. Dans 4 cas sur 10, les femmes, parce que ce sont souvent elles, ont du mal à percevoir la pension alimentaire à laquelle elles ont droit. Au début de l'année, une agence spéciale a été créée pour que ces sommes soient réellement versées. Le bilan est positif. Laetitia Legendre et Valérie Lucas ont retrouvé une maman en difficulté il y a 4 ans et pour qui tout va mieux aujourd'hui. Durant des années, ça c'est le bain. Et on va mettre qui dans le bain ? Cette mère de famille s'est battue en vain pour que son ex-mari lui verse sa pension alimentaire. Mais aujourd'hui, sa situation a changé. Elle reçoit désormais chaque mois 400 € pour l'éducation de ses filles. Grâce à la caisse d'allocation familiale qui peut retrouver les mauvais payeurs et les contraindre à verser les pensions. Moi, cette mission-là, il fallait que je la réussisse. Il doit assumer ce qu'il a fait avec moi. Moi, j'ai assumé 10 fois plus que lui. Donc lui, pour ça, voilà, je l'ai forcé à assumer. Ça me soulage sur certaines choses de la vie, du quotidien. En effet, quand nous l'avions rencontré il y a 4 ans avec sa fille aînée, cet intérimaire cumulait les heures supplémentaires. Les fins de mois, faute de pension alimentaire, étaient souvent difficiles
elle avait dû faire de nombreux sacrifices. Sur la cantine, par exemple, elle ne mange pas à la cantine. Sur les vacances? Sur les vacances. Pas de centre aéré. Voilà quoi. Face à ces difficultés, elle avait pu bénéficier d'un accompagnement expérimental auprès de la CAF. Une conseillère venait tout juste de retrouver la trace de son ex-compagnon, dont elle n'avait plus de nouvelles, et avait saisi sur son salaire un premier remboursement. On va croiser les doigts, j'ai eu l'employeur, donc je pense avoir un deuxième versement. On va voir ce que ça donne pour le troisième. Encore aujourd'hui, 30 à 40% des pensions alimentaires ne sont pas ou que partiellement versées. Mais désormais, ce service de la CAF piste les mauvais payeurs. Donc vous allez déclarer avoir toujours payé la pension en espèces. Vous n'avez donc aucun justificatif de paiement. Et ça marche. Le taux de récupération des pensions a augmenté de 11% en un an. C'est un challenge quand même de pouvoir retrouver le parent en question, d'essayer de le convaincre, de reprendre les paiements, de vérifier sa situation. Il y a quelques menteurs ? Oui, malheureusement, il y a quelques menteurs. Les recouvrements s'effectuent en 2 temps. Une première phase de négociation à l'amiable, avant de contacter en cas de mauvaise volonté les banques ou l'employeur pour saisir directement les pensions sur salaire. Quand on récupère 24 mois d'arriérés, chose qu'on ne faisait pas auparavant, pour elles, c'est vrai que c'est un plus dans leur quotidien. On essaye vraiment d'agir très rapidement, parce qu'on sait que lorsque il y a une durée un petit peu trop longue sur le recouvrement, on perd en efficacité. Depuis 4 ans qu'elle perçoit régulièrement sa pension, l'avenir de cette mère de famille s'est éclairci. Même si chaque mois l'incertitude demeure sur le versement, plus question pour elle désormais d'économiser sur la cantine ou les vacances de ses enfants. Si je vous dis maintenant entreprise libérée, vous ne voyez peut-être pas vraiment où je veux en venir. C'est quand une société fait le choix de donner plus d'autonomie à ses employés. Fini les horaires rigides, la pyramide des chefs. À Versailles, la sécurité sociale a mis en place ces nouvelles pratiques depuis 1 an environ. Voyons ce que cela change au quotidien avec Théo Souman. Une assistante de direction rédige une note en mouvement. En 40 minutes, elle aura mis à jour son document de travail et fait 3000 pas sur ce tapis. C'est vrai qu'on travaille énormément sur écran assis. Et du coup, le fait de pouvoir travailler debout, de faire une petite activité physique, ça permet vraiment de reprendre de l'énergie et d'être plus motivé quand on retourne ensuite sur son poste de travail. Une idée originale, digne d'une start-up. Et pourtant, nous sommes à la sécurité sociale. Depuis 2 ans, la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines dépoussière ses méthodes de travail. Au chef de service de montrer l'exemple. Donc auparavant, mon bureau était ici. Je voulais déjà que le décloisonnement hiérarchique passe par la configuration du bureau. Donc j'ai demandé à ce qu'une cloison soit enlevée dans la grande pièce à côté. Et désormais, je travaille avec l'équipe. Je n'ai plus de bureau de responsable. 2 strates hiérarchiques ont été supprimées. Et à présent, on affiche au mur les objectifs et les avancées de chaque service, à la vue de tous. En fin de compte, je me suis rendu compte qu'ils étaient très satisfaits et ils se sont complètement impliqués dans ce nouveau dispositif. Assurance maladie, Remarque Corentin, bonjour. Au centre d'appel de Poissy, les conseillers ont pris la main sur leur planning. Ils choisissent ensemble leurs horaires, sans faire appel à un responsable. Et ça marche. On a des mamans, par exemple, qui préfèrent peut-être partir plus tôt pour récupérer les enfants. Moi, je suis un lève-tard, donc ça m'arrange d'arriver plus tard. Et finalement, voilà, ça s'arrange plutôt bien. Même principe pour les pauses. Plus besoin de l'accord du chef. En un coup d'œil sur le tableau d'activité, chaque salarié estime de lui-même s'il peut sortir. Résultat, l'absentéisme a fortement reculé. Moins 30% en 1 an. On en parle beaucoup de l'absentéisme. La meilleure façon de le réduire, c'est de changer la façon de manager. Il y avait un chef, il y avait des employés, et tout ça, c'était assez hermétique. Maintenant, on libère toutes ces énergies. Chacun a le droit de s'exprimer, chacun a le droit d'avoir un avis, de ne pas être d'accord. L'assurance maladie des Yvelines casse les codes et les murs. Un nouvel espace de téléconseil sera repensé pour le confort des salariés. Une révolution qui pourrait gagner du terrain. Une vingtaine d'autres caisses primaires d'assurance maladie souhaitent déjà s'en inspirer.
Une centenaire de plus en France aujourd'hui. À Isbergues, dans le Pas-de-Calais, celle que tout le monde appelle Marie-Lou souffle ses 100 bougies. C'est une belle journée, d'autant que Marie-Lou est en très grande forme. À 100 ans, elle tient toujours son café, sert ses clients derrière son comptoir. Évidemment, Barbara Six et Patrick Verstorn ont eu envie de la rencontrer. Pas tous les jours, ça nous arrive une fois seulement. C'est un jour particulier pour Marie-Louise Wirth. Cette tenancière de bar, toujours en activité, fête aujourd'hui ses 100 ans, chez elle, dans son bistrot du centre-ville. Un événement dont elle se serait bien passée. Bon anniversaire. Ça m'embête. C'est ça que ça me fait. Pourquoi ? Parce que j'ai pas l'habitude d'avoir des honneurs comme ça. La demoiselle, jamais mariée et sans enfant, aime peu faire parler d'elle. Mais aujourd'hui, tout le village s'est déplacé pour l'occasion. C'est merveilleux quoi, d'être comme ça à son âge. Je trouve ça miraculeux. Quoi. Elle participe et elle danse encore avec ses hauts talons. C'est impressionnant. Surtout comme elle est, droite comme un nid. Cela fait 64 ans que Marie-Lou tient son café, ouvert 7 jours sur 7, de 8h du matin à 8h du soir. Un petit blanc. Son remède de grand-mère ? Bonheur et prospérité. Je ne bois jamais de lait. Je ne mange jamais aucun fruit. Elle boit un petit chéri tous les jours au matin. Avec un client. C'est quoi alors le secret ? Boire un coup, pas beaucoup, modérément. Mais boire tous les jours. Moi, je bois tous les jours. Et n'allez surtout pas lui dire de prendre sa retraite. J'ai été à la Martinique il y a 3 ans, j'ai fait des acrobranches. C'est pas possible. Je suis pas une moule, moi. Hein. Comment vous faites ? Je monte. Un tempérament bien trempé et aucune envie que cela s'arrête. C'est bien qu'il va falloir partir un jour. Mais moi, je suis pas pressée. Je vais pas dire comme il y en a, mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait corps sur terre. Oh non, parce que j'en profite corps bien, Marie. Une éternelle jeunesse que Marie-Lou espère entretenir encore longtemps avec ses copines. Bon, allez, à nous. Bonne santé. À nous, madame. Et justement, si nous étions capables de lutter contre la maladie ou le vieillissement par la seule force de notre pensée, voilà un des thèmes qui sera développé ce soir dans le magazine Envoyé spécial d'Élise Lucet. Reportage édifiant sur la force mentale. Un extrait. Wim Hof parcourt les plateaux télé et multiplie les performances. Il est capable de rester immergé près de 2 heures dans la glace. Pour le commun des mortels, l'espérance de vie dans une eau à 0 degré ne dépasse pas 30 minutes. 1 heure et 20 secondes. C'est incroyable. Iceman s'attaque aussi au plus haut sommet, l'Everest, puis le Kilimandjaro, en short et torse nu. Mont Ururu, Tanzanie, 5895 mètres. Il cumule 21 records au livre Guinness, avec un seul objectif, convaincre les scientifiques qu'il est bien plus qu'un phénomène de foire. En 2011, des chercheurs hollandais se penchent sérieusement sur son cas et font une découverte stupéfiante. Le docteur Cox et son équipe lui injectent une toxine censée provoquer l'équivalent d'une forte grippe. Wim Hof se prépare en effectuant des exercices de respiration et de concentration. Que la bataille commence. Alors qu'il aurait dû tomber malade et présenter des symptômes de fièvre, Iceman se porte comme un charme. Il n'a pas été malade du tout, juste un petit mal de crâne pendant 10 minutes. On était vraiment surpris. C'était réellement des résultats incroyables, mais on ne pouvait pas être sûr que c'était grâce à sa méthode. On avait besoin de faire d'autres recherches. Une seconde expérience est alors lancée. Iceman forme 12 volontaires à sa technique. Pendant 10 jours, il les emmène en Pologne, les accoutume au froid, leur apprend à respirer et à se concentrer, jusqu'à grimper des sommets enneigés, vêtus seulement d'un short.
Et envoyé spécial, que la force soit avec vous, c'est ce soir à partir de 20h55, bien sûr, sur notre antenne. Direction maintenant le Vatican, où le sapin de Noël de la place Saint-Pierre vient d'arriver de Pologne. Il est gigantesque, il mesure 28 mètres de hauteur. Il n'attend plus que ses décorations. Il restera illuminé jusqu'au 7 janvier prochain. Et non loin de là, la suite de notre voyage sur les toits du monde. Cette semaine, vous le savez, nous prenons de la hauteur pour redécouvrir des villes que l'on croyait déjà bien connaître. Vue d'en haut, vue du ciel, tout est différent. Aujourd'hui, nous sommes à Rome, palais, coupole, terrasse, clocher. Rome, c'est la ville qui compte le plus d'églises dans le monde. François Baudonnet, Lorato City et Mathilde Delvigne. C'est une lumière unique, à la fois douce et éclatante. La même lumière qu'ont connue les bâtisseurs du Colisée il y a près de 2000 ans. Si l'on dit de Rome qu'elle est la ville éternelle, c'est peut-être parce que ses toits sont aujourd'hui encore aussi fascinants que lorsqu'elle était à la tête d'un empire. Franco Bevilacqua est amoureux fou de sa ville. Il l'aime pour ses places et ses ruelles, mais surtout pour ses toits. En bas, avec ses rues entrelacées, Rome a déjà un charme fou. Mais du haut des toits, on découvre que c'est encore mieux. Rome est encore plus belle. À 80 ans, cet artiste passe toutes ses journées perché au-dessus de Rome. Il peint des endroits cachés. Vu de haut, loin de la splendeur des grands monuments, la cité ressemble à un village. La caractéristique des toits de Rome, c'est leur désordre. Mais avec l'alignement des tuiles, cela crée au contraire une sorte de géométrie. Et ce sont aussi ces tuiles qui donnent aux toits cette couleur particulière qu'on ne trouve dans aucune autre ville au monde. De sa passion pour les toits de Rome sont nées des dizaines d'aquarelles. Franco les a réunies dans un livre, une balade dans des lieux aux couleurs chaudes. Autant de témoins d'une histoire millénaire où chaque époque a laissé sa trace. Ce campanile médiéval, par exemple, est invisible de la rue. C'est une église encerclée par des maisons. Et c'est ça, Rome. Vu de haut, c'est une autre cité. Des toits du Moyen-Âge à ceux des immeubles baroques de la place Navone. Rome est comme un océan dont émergent 900 églises. Elle est la ville du monde qui en compte le plus. Parmi elles, la Trinité des Monts, une église française. Elle domine les escaliers de la place d'Espagne. Gianluca Angelici les gravit bien souvent. Il est réparateur de cloches. Aujourd'hui, c'est à 60 mètres au-dessus du centre historique, avec la plus belle vue sur Rome, qu'il va exercer son métier. Mon rôle principal, c'est de contrôler la sécurité des cloches, s'assurer qu'elles sont solidement fixées. Tout cela pèse des centaines de kilos. Et si cela venait à tomber, ce serait une catastrophe. Gianluca répare les cloches de la plupart des églises de Rome. Une passion un peu acrobatique, mais toujours couronnée d'une récompense exceptionnelle. C'est sûr que quand vous vous trouvez dans des endroits aussi magnifiques que celui-ci, vous vous arrêtez un peu de travailler pour regarder le panorama. Quand vous êtes en hauteur, vous voyez le dessus des immeubles. Et en fait, c'est comme si vous étiez dans une autre dimension, une ville encore plus belle. Une ville encore plus belle. Les palais Renaissance, les coupoles, les clochers, les terrasses privées et ombragées donnent au toit de Rome une personnalité hors du commun. Le ciel devient menaçant. Ce soir, Franco Bevilacqua va poser son carton à dessin en haut de cette tour médiévale, située en plein centre-ville de Rome. Un îlot de paix à 30 mètres, au-dessus du tumulte. Rome est incomparable. C'est une ville millénaire et de haut, on le comprend bien. Contrairement par exemple à Paris, qui est pourtant une cité merveilleuse, le charme fou de Rome vient de l'empilement des époques. Rome est un sandwich. Chaque bâtiment est construit sur les fondations de celui qui précédait. Au-dessus de la coupole du Panthéon,
un temple construit il y a 19 siècles et conservé intact. Les toits de Rome sont le reflet de l'histoire, d'une capitale d'un empire, puis d'un État. Une ville qui n'a jamais cessé de s'inspirer de son passé. Et demain, nous serons au sommet de la démesure avec les tours les plus hautes du monde. D'ici là, un mot de sport avec l'incroyable match encore du PSG hier soir en Ligue des Champions. Paris a battu le Celtic Glasgow 7-1. Alors cela fait beaucoup de buts. On n'aura évidemment pas le temps de tous vous les montrer. On a choisi les 3 plus beaux. Le second de Neymar, puis ceux de Verratti et d'Alves. Paris détient le record du nombre de buts inscrits en phase de poule dans cette compétition. Et puis, en tennis, on a les noms des 4 joueurs qui représenteront la France pour la finale de la Coupe Davis ce week-end. Yannick Noah a retenu Jo-Wilfried Tsonga, Lucas Pouille, Richard Gasquet et Pierre-Hugues Herbert. Premier match demain, juste après le 13h, à suivre bien sûr sur notre antenne. Ainsi se termine cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo d'Anaïs Baïdemir, puis les après-midi de France 2. À 20h, Anne-Sophie Lapix. Nous, on se quitte avec ces images pleines de douceur. Un adorable éléphanteau qui barbote et qui s'amuse dans un parc à Portland, aux États-Unis. Très bon après-midi et à demain. Well, I feel just like a child. Yeah, I feel just like a child. Well, I feel just like a child. Well, I feel just like a child. From my womb to my tomb, I guess I'll always be a child. Well, some people try